Pendant que je donnais la bouillie tiède à mon enfant sur la véranda de notre pavillon, ma voisine a soudainement attrapé mon bras. Son visage était livide. D'une voix paniquée, presque affolée, elle m'a murmuré de venir avec elle, tout de suite, pour me mettre à l'abri. Je l'ai suivie sans réfléchir. Et c'est là que mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux lorsque j'ai compris que, dans ma propre maison, mon mari et ma belle-mère étaient en train de préparer quelque chose de terrible contre moi. Avant de continuer cette histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour que la chaîne continue de grandir et de vous proposer encore plus d'histoires marquantes. Le lendemain matin, le soleil brillait intensément. La nature semblait vouloir dissimuler l'ombre lourde et persistante qui planait depuis longtemps sur notre foyer. Le ciel était d'un bleu limpide, sans le moindre nuage. On entendait le chant des moineaux venant du vieux figuier derrière la maison. Tout aurait dû être paisible. Pourtant, sans savoir pourquoi, un frisson m'a parcouru le corps. J'étais assise sur une simple chaise en bois, à l'extrémité de la véranda. Je tenais sur mes genoux un bol de bouillie encore tiède pour mon bébé. Devant moi, mon fils de 2 ans, Noé, jouait avec sa petite cuillère en plastique. De temps en temps, il riait, laissant apparaître ses dents encore incomplètes, avec des traces de bouillie autour de sa petite bouche. « Allez, mon cœur ouvre grand la bouche », lui dis-je doucement en lui tendant une nouvelle cuillère. Noé obéit et mangea avec plaisir. Ces instants-là étaient mon seul refuge. Quand nous étions seuls, Noé et moi, tout semblait presque normal. Mais ce calme fut brusquement interrompu lorsque la porte-fenêtre coulissante qui séparait le salon de la véranda s'ouvrit largement. 2 personnes apparurent. Mon mari, Hugo, et sa mère, ma belle-mère, Marie-Thérèse. À cette heure-là, Hugo était habituellement absorbé par son téléphone, m'ignorant complètement ou m'adressant des reproches pour un café jugé trop fade. Quant à Marie-Thérèse, elle se contentait souvent d'un regard dur avant de m'ordonner de débarrasser et de laver la vaisselle du petit déjeuner. Mais cette fois, quelque chose clochait. Leur visage affichait des sourires trop larges, trop sucrés, artificiels au point d'en être dérangeants. « Chloé, pourquoi es-tu assise là ?» lança ma belle-mère. Sa voix n'était pas tranchante comme d'habitude, mais étonnamment douce, chargée d'une fausse sollicitude. Elle s'approcha en tenant un verre de jus d'orange bien frais. « Il fait chaud ici sur le côté, le pauvre Noé, il est ébloui par le soleil. » Je fronçai les sourcils, surprise. Depuis quand Marie-Thérèse se souciait-elle du confort de Noé? La semaine précédente encore, elle l'avait laissé pleurer dans une chambre où la climatisation ne fonctionnait plus, sous prétexte d'économiser l'électricité. « Ça va, maman, ici il y a un peu d'air », répondis-je calmement, essayant de refuser poliment. Je me sentais en sécurité dans ce coin. Hugo intervint alors. Il passa un bras autour de mes épaules. Un geste qu'il n'avait plus fait depuis des mois. Son contact me sembla étranger, me raidissant malgré moi. « Écoute maman, chérie, dit-il. Ce sera encore mieux si tu t'assois au centre, sous le poteau. Il fait plus frais là-bas, et le soleil est parfait pour que Noé profite un peu de la lumière naturelle. C'est important, ajouta-t-il en désignant un ensemble de vieux fauteuils en rotin placés exactement au milieu de la véranda. Juste au-dessus, était suspendu un grand lustre ancien, fixé à une poutre en bois sous le haut plafond. Ce luminaire était un héritage des anciens propriétaires. Il avait l'air élégant, mais aussi très imposant. Mais Hugo là-bas, il n'y a pas de courant d'air, protestai-je de nouveau. Mon malaise grandissait. Pourquoi insistait-il autant sur l'endroit où je devais simplement nourrir mon enfant? Ne réponds pas à ton mari, coupa ma belle-mère. Cette fois, sa voix se fit plus appuyée, même si ses lèvres affichaient toujours ce sourire figé. J'ai préparé un coussin bien moelleux sur le fauteuil pour que tu sois à l'aise. Tu ne vas quand même pas refuser notre bonne intention? Nous voulons arranger notre relation, Chloé. Peut-être avons-nous été trop durs avec toi. Ces mots, arranger notre relation, résonnèrent en moi comme une promesse. Après tant de mois à me sentir mise à l'écart, une petite lueur d'espoir naquit dans mon cœur. Peut-être voulait-il vraiment changer? Peut-être pour Noé. Hugo prit doucement le bol de bouillie de mes mains et m'aida à me lever. Installe-toi là-bas. Je m'en occupe. Je porterai le bol. Assieds-toi avec Noé. Je ne veux pas gâcher ce rare moment où tout se passe bien entre nous. Finalement, je cédai.
Je pris Noé dans mes bras et marchai jusqu'au fauteuil en rotin au centre de la véranda. Il avait l'air confortable. Il était placé face au jardin. Je m'y assis. Hugo posa le bol sur la petite table à côté de moi et embrassa le front de Noé. Tu vois, c'est bien plus joli ainsi. On dirait une reine dans son palais, dit-il avec un sourire. Mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. Son regard semblait m'observer attentivement. Finissez bien le repas, Chloé. Ne bouge pas d'ici tant que Noé n'aura pas mangé. Je vais préparer quelque chose à l'intérieur, dit ma belle-mère. Ils rentrèrent ensemble dans la maison. Pourtant, ils ne partirent pas vraiment. La porte-fenêtre fut refermée, mais le rideau resta entrouvert. Du coin de l'œil, je distinguais leurs silhouettes immobiles derrière la vitre sombre. Ils se tenaient là, silencieux. Face à moi, leur regard posé sur nous, mon cœur se mit à battre de plus en plus vite. Pourquoi me regardaient-ils comme s'ils assistaient à un spectacle? Qu'y avait-il de fascinant à observer une mère nourrir son enfant? Je levai légèrement les yeux. Mon regard se posa sur le lustre en métal, juste au-dessus de ma tête. Il oscillait doucement avec le mouvement de l'air. J'entendis un léger grincement provenant de sa chaîne. Le malaise en moi s'intensifia. Une sensation oppressante me serrait la gorge, comme si un danger invisible pesait sur moi, sans que je puisse en identifier l'origine. Mamam, gémit Noé, réclamant une autre cuillère et me tirant de mes pensées. Oui, mon cœur attend un instant, répondis-je, la main légèrement tremblante. Je repris une cuillère de bouillie, tentant d'ignorer les regards insistants derrière la porte vitrée. L'atmosphère paisible de la véranda était devenue inquiétante, presque étouffante. J'essayais de chasser ces pensées sombres. Peut-être étais-je simplement trop méfiante. Peut-être voulait-il vraiment être gentil. Mais l'instinct d'une mère se trompe rarement. Un danger se cachait derrière ces sourires trop doux et ce fauteuil confortable. Sans m'en rendre compte, j'étais assise exactement au centre de tout. Le bruit de la cuillère frappant le bol rompait le silence du matin, mêlé au froissement des feuilles dans le vent. Je venais de donner la 3e cuillère à Noé lorsqu'un grincement fort retentit du portail latéral de la maison. Je sursautai et me retournai, stupéfaite. Ce portail était habituellement verrouillé de l'intérieur. Qui venait de l'ouvrir? Entre les haies, apparut Nathalie, notre voisine. C'était une femme d'âge mûr, d'ordinaire soignée et calme. Mais ce matin-là, elle avait l'air totalement bouleversée. Sa robe à fleurs était froissée, ses cheveux, habituellement attachés, étaient en désordre, et elle portait des sandales dépareillées. Elle respirait difficilement, comme si elle venait de courir longtemps. Son visage était d'une pâleur extrême. Elle tenait un plateau recouvert d'une serviette. « Nathalie, dis-je, hésitante, déconcertée par son arrivée soudaine. Lorsqu'elle me vit assise sur le fauteuil en rotin, juste sous le lustre, ses yeux s'écarquillèrent. Elle s'immobilisa un instant. Elle me fixa, puis leva les yeux vers le lustre, avant de regarder la porte-fenêtre où Hugo et Marie-Thérèse se tenaient toujours en observation. Dans un geste rapide et étrange, Nathalie força un sourire. Un sourire figé, presque effrayant, en total contraste avec la peur qui emplissait son regard. « Oh Chloé, tu nourris Noé, » dit Nathalie, la voix tremblante, un peu trop forte, presque forcée. « J'ai préparé trop de crêpes, je voulais en donner à Noé. » Elle s'avança vers moi d'un pas précipité, presque en courant. Ses gestes étaient nerveux, désordonnés. Ses yeux ne cessaient de se tourner vers la porte-fenêtre de notre maison, comme si elle craignait que quelque chose de terrible n'en surgisse. « Merci, Nathalie, vous n'auriez pas dû, » répondis-je, essayant de rester poli malgré l'inquiétude grandissante qui me gagnait. Pourquoi avait-elle l'air si terrifiée? Lorsqu'elle arriva près de moi, elle ne posa pas le plateau sur la table. Elle le laissa tomber brusquement au sol. Le linge se souleva, révélant les crêpes écrasées. Elle avait dû les serrer trop fort, emportée par la panique. Sans détour, elle pencha aussitôt son visage vers Noé. « Oh, quel beau petit garçon, viens, laisse tata te pincer doucement la joue, » dit-elle d'une voix volontairement forte, comme si elle voulait être entendue depuis l'intérieur de la maison. Mais sa main ne toucha pas la joue de Noé. Sa main gauche, froide et moite, se referma soudainement sur mon bras. Ses ongles s'enfoncèrent dans ma peau, provoquant une vive douleur. Je sursautai. « Nathalie, » murmurai-je, surprise. Elle me fit taire d'un sifflement sec.
Elle approcha ses lèvres de mon oreille, faisant semblant d'embrasser la joue de Noé. À cette distance, je sentais l'odeur de la peur et de la sueur froide qui émanait d'elle. Mon cœur sembla s'arrêter lorsqu'elle murmura, la voix secouée de tremblements. Ne regarde pas en haut, Chloé surtout, ne lève pas les yeux. Pour l'amour du ciel, ne regarde pas. Prends ton enfant. Viens avec moi. Tout de suite. Ne pose pas de questions. Ne te retourne pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Demandai-je, complètement perdu, la gorge nouée. Sa main se resserra encore plus sur mon bras, douloureuse, comme si elle voulait me transmettre son urgence. Ils veulent te faire disparaître, murmura-t-elle de nouveau. Cette fois, des larmes brillaient au coin de ses yeux. Le lustre Lévis. Viens. Je n'eus même pas le temps de comprendre ces mots glaçants. Nathalie me tira avec une force incroyable pour une femme de son âge. C'était sans doute la poussée de l'adrénaline. Tenant toujours Noé contre moi, je faillis basculer de la chaise en rotin. Le bol de bouillie glissa de mes mains et tomba au sol. Il se brisa dans un bruit sec. Ce bruit déchira le silence. Depuis l'intérieur de la maison, je vis du mouvement. Hugo et Marie-Thérèse, qui observaient jusqu'alors derrière la vitre, semblèrent soudain pris de court. Hugo ouvrit brutalement la porte-fenêtre. « Chloé, où vas-tu » cria-t-il. Ce n'était pas une question, mais un cri paniqué. « Reste là. Noé n'a pas fini de manger. Ne sors pas par le portail, Chloé » hurla aussi Marie-Thérèse, sa voix aiguë transperçant l'air. Leur visage, qui affichait quelques instants plus tôt des sourires mielleux, était maintenant déformé par une colère mal contenue. Aucune inquiétude pour moi. Seulement la panique de voir leur cible s'éloigner. À cet instant, mon instinct prit le dessus. Tous mes doutes s'effacèrent. Nathalie avait raison. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de très grave. « Cours, Chloé !» cria Nathalie, sans plus chuchoter. Elle me tira loin de la véranda, vers le jardin ouvert. Je serrai Noé contre ma poitrine et forçai mes jambes à suivre Nathalie. Mon cœur battait à tout rompre. Une peur glaciale remonta de mes pieds jusqu'à ma tête. Nous n'avions parcouru que quelques mètres depuis la chaise où j'étais assise lorsque le cauchemar se produisit. J'entendis un grincement métallique perçant, suivi d'un bruit sourd et terrible venant du plafond de la véranda. Je me retournai en courant. Le temps sembla ralentir. Je vis l'énorme lustre ancien, avec sa structure en bois, se détacher du plafond. L'objet massif tomba avec une vitesse effrayante et s'écrasa exactement sur la chaise en rotin que j'avais quittée quelques secondes plus tôt. Le choc résonna lourdement. La chaise vola en éclats. Des morceaux de métal, de verre et de poussière se dispersèrent partout. Si j'avais été encore assise là, si Nathalie avait tiré une seconde plus tard, Noé et moi aurions été ensevelis sous cet objet. Je restais figé près du portail latéral, incapable de respirer. Mes yeux étaient rivés sur la destruction de la véranda de ma propre maison. Derrière la porte-fenêtre désormais ouverte, Hugo et Marie-Thérèse restaient immobiles. Sur leur visage, il n'y avait aucun soulagement de me voir saine et sauve. Seulement une profonde déception. Nos regards se croisèrent. Et pour la première fois, je vis leur véritable visage. Ce n'était pas celui d'une famille. « Viens, Chloé. Ne reste pas là. Dépêche-toi. » cria Nathalie en me tirant de nouveau, plus forte encore. Noé se mit à pleurer à cause du bruit. Je le serrai contre moi, puis je me retournai et courus de toutes mes forces, suivant Nathalie hors de ce lieu que j'avais autrefois appelé ma maison. Je ne savais pas où aller. Je savais seulement qu'il fallait s'éloigner. Le plus loin possible. Derrière nous, la poussière flottait encore dans l'air. Le bruit sourd de la chute résonnait toujours dans mes oreilles, laissant un bourdonnement douloureux. Mes jambes tremblaient, molles, prêtes à céder. Seule la poigne ferme de Nathalie autour de mon poignet m'empêchait de tomber. « Ne t'arrête pas. Plus vite, Chloé !» cria-t-elle d'une voix rauque. Je forçai mes jambes à avancer malgré mes genoux tremblants. Dans mes bras, Noé sanglotait. Son cri aigu me déchirait le cœur. Je plaquai sa tête contre ma poitrine pour le protéger du bruit, de la poussière et de ce danger invisible resté derrière nous.
Nous traversâmes le jardin et passâmes par le petit portail reliant notre terrain à l'allée du lotissement. Ce portail, habituellement fermé, était grand ouvert. C'était le passage que Nathalie avait utilisé pour me sauver. À peine avions-nous posé le pied sur l'asphalte chaud de l'allée que j'entendis un cri derrière moi. « Chloé, reviens !» C'était la voix de Hugo. Pas celle d'un mari inquiet, mais celle d'un homme furieux qu'on prive de ce qu'il considère comme lui appartenant. « Ne pars pas avec mon petit-fils. Tu es folle. Reviens ici !» cria aussi Marie-Thérèse. Je n'osais pas me retourner. La peur qu'il nous poursuive me donna une poussée d'énergie incontrôlable. Je fixai uniquement le dos de Nathalie qui courait devant moi. Sa robe battait au vent, ses sandales claquaient sur l'asphalte. « Entre chez moi. Passe par le garage. » ordonna-t-elle en désignant sa maison, juste à côté de la nôtre. La distance était courte, mais elle me sembla interminable. Heureusement, le portail de la maison de Nathalie était entrouvert. Nous entrâmes. Elle me poussa aussitôt vers la porte latérale menant à la cuisine, puis se retourna pour refermer violemment le lourd portail en métal. Le bruit résonna fortement. Je l'entendis le verrouiller d'une main tremblante. Elle courut ensuite me rejoindre à l'intérieur. « Entre, Chloé. Vite !» Dès que nous fûmes dans sa cuisine fraîche, imprégnée d'odeurs d'herbe et d'épices, Nathalie referma la porte en bois et la verrouilla. Une clé ne lui suffit pas. Elle bloqua la porte en haut et en bas, puis tira une chaise pour la caler contre la poignée. Nous étions toutes les deux haletantes. Notre souffle résonnait fort dans la pièce silencieuse. La poitrine de Nathalie se soulevait et s'abaissait à toute vitesse. De grosses gouttes de sueur roulaient sur son front. Son visage était livide, ses lèvres tirant vers le sombre. Moi, je me suis laissé tomber au sol. Mes jambes n'ont plus tenu. Je me suis retrouvé à genoux sur le carrelage froid, serrant Noé contre moi alors qu'il sanglotait encore. Tout mon corps tremblait, pas seulement à cause de la course, mais surtout à cause de ce qui venait de me frapper plus fort que ce lustre lui-même. J'étais passé tout près de l'irréparable. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête, comme un disque rayé. J'étais passé tout près de l'irréparable. Le lustre était tombé exactement sur la chaise où j'étais assise. C'est Hugo qui m'avait dit de m'installer là. Et ma belle-mère, Marie-Thérèse, avait même préparé le coussin dehors. J'entendis faiblement des coups contre le portail de la maison de Nathalie. « Nathalie, ouvre. Je sais que ma femme est là. » La voix de Hugo venait de la rue, forte, insistante. Nathalie posa un doigt sur ses lèvres, me faisant signe de me taire. Ses yeux étaient grands ouverts, en avertissement. Elle s'approcha lentement de la fenêtre de la cuisine et jeta un coup d'œil par la fente du rideau. « Rends-moi mon petit-fils. Ne te mêle pas des affaires d'un couple. » Cette fois, c'était la voix de Marie-Thérèse, et j'entendis le bruit sourd d'un coup donné contre le portail en métal. Noé se remit à pleurer, plus fort. « Papa, papa !» Nathalie se retourna aussitôt, attrapa le bocal de biscuits posé sur la table et s'agenouilla devant moi. Son visage se fit doux, même si la tension restait visible. Elle prit un biscuit et le tendit à Noé. « Mon petit, sois sage, d'accord ? Mange un peu. Ne pleure pas. » Elle ajouta à voix basse, tremblante, comme si chaque mot pouvait traverser les murs. « Ne pleure pas, il pourrait t'entendre. » Même en larmes, Noé fut attiré par le biscuit. Son grand cri se transforma en sanglots plus petits tandis qu'il commençait à le grignoter. Dehors, les coups s'arrêtèrent un moment. Peut-être avait-il compris que faire trop de bruit en pleine journée attirerait l'attention des autres voisins. Ou peut-être préparait-il autre chose. « Ils ont perdu la tête » murmura Nathalie. Elle s'éloigna de la fenêtre et revint s'asseoir sur le sol, juste en face de moi. Elle posa ses deux mains sur mes épaules et serra fort, comme pour me sortir de ma stupeur. « Chloé, écoute-moi. Tu sais ce qui vient de se passer ?» Je plongeai mon regard dans le sien. Il y avait de la peur, oui mais aussi un courage rare. « Le lustre est tombé » balbutiai-je. « Hugo, c'est lui qui m'a dit d'aller là-bas. Il ne t'a pas juste dit, Chloé. » Et ce n'est pas un hasard, coupa Nathalie d'une voix dure, la respiration encore irrégulière. Ce n'était pas un accident. C'était une mise en scène. Une élimination déguisée. Ces mots figèrent mon sang,
plus froid encore que le sol sous mes genoux. Les larmes que je retenais depuis tout à l'heure finirent par couler. Ce n'était pas un chagrin ordinaire. C'était la peur. La peur de réaliser que la personne avec qui je dormais chaque nuit était aussi celle qui voulait me faire disparaître. Mais pourquoi, Nathalie? Pourquoi? Sanglotai-je. Je suis sa femme et c'est son enfant. Nathalie secoua lentement la tête. Son visage exprimait une profonde compassion. L'argent, Chloé. La richesse. Quand il s'agit d'argent, certains ne voient plus ni épouse ni enfant. À cet instant, mon téléphone vibra longuement dans la poche de mon manteau. Je sursautai, manquant de lâcher Noé. Avec une main tremblante, je le sortis. Le nom de mon mari s'affichait à l'écran. Mon cœur sembla vouloir exploser. Nathalie vit l'écran et secoua aussitôt la tête, violemment. Ne réponds pas. Éteins-le. Retire la carte SIM si tu dois. Le téléphone continuait de vibrer dans ma main, comme un objet dangereux. L'image du faux sourire de Hugo me revint, quand il m'avait ordonné de m'asseoir sur cette chaise idéale. Le soleil est bon pour l'enfant, avait-il dit. Et pendant ce temps, il préparait déjà ma disparition. Je refusai l'appel. Puis, avec des doigts raides, j'éteignis complètement le téléphone. La cuisine redevint silencieuse. On n'entendait plus que Noé mâcher son biscuit et le tic-tac de l'horloge au mur, comme si elle comptait ce qu'il restait de ma vie. On ne peut pas rester ici pour toujours, murmurai-je. Ils savent que je suis là. Hugo a un double de la clé du portail du lotissement. Il connaît le gardien. Nathalie hocha la tête. Je sais. Mais pour l'instant, c'est l'endroit le plus sûr. Elle continua, essayant de me calmer alors que je voyais bien qu'elle avait peur aussi. Ma maison a des caméras à l'avant et à l'arrière. S'ils tentent d'entrer, leurs visages seront enregistrés. Et tout est relié à un stockage en ligne, géré par mon fils qui travaille à Bordeaux. Bois un peu. Elle prit un verre d'eau au distributeur et m'aida à boire. L'eau avait un goût fade, mais elle humidifia au moins ma gorge desséchée. Je regardais Noé, mon enfant innocent. Aujourd'hui, il avait failli perdre sa mère. Et c'était son propre père qui en était la cause. La douleur dans ma poitrine se transforma lentement. La peur se mélangea à autre chose. De la colère. Une colère brûlante. Comment peuvent-ils être aussi cruels? Dis-je, la voix plus ferme. Dis-moi tout Nathalie, je t'en prie. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Tu m'as dit de ne pas regarder en haut. Tu savais que le lustre allait tomber. Comment l'as-tu su? Nathalie inspira profondément. Elle s'appuya contre un placard de la cuisine, étira ses jambes, comme si elle avait pris 10 ans en 1 minute. Ça va te faire mal de l'entendre, Chloé. Très mal, dit-elle à voix basse. Qu'est-ce qui pourrait faire plus mal? Répondis-je, amer. D'être écrasé sous un lustre en métal devant mon propre enfant? Nathalie me fixa droit dans les yeux. Viens. Allons dans le salon. Là-bas, il n'y a pas de fenêtre qui donne sur votre maison. Je vais te raconter ce que j'ai entendu hier soir. Un témoignage qui peut te sauver ou te briser encore plus. Nous nous levâmes. Je pris Noé dans mes bras. Il commençait à somnoler. Mes pas étaient toujours lourds, mais désormais, ils avaient un but. J'avais besoin de la vérité. Peu importe à quel point elle faisait mal, je devais comprendre pourquoi mon mari voulait ma disparition. Nous nous assîmes dans le salon de la maison de Nathalie. La pièce était plus simple que celle de mon pavillon, remplie d'objets coûteux. Mais ici, on sentait une chaleur humaine. Il y avait des photos de remise de diplômes de ses enfants sur le mur, une calligraphie encadrée, et une odeur d'huile d'olive et d'herbes sèches qui apaisait. Pas de poteaux hauts et oppressants. Pas d'énormes lustres menaçants. Nathalie s'installa sur un vieux canapé à fleurs, et je m'assis à côté d'elle. Noé, enfin épuisé, s'endormit dans mes bras. Nathalie posa sur la table un verre de tisane chaude et sucrée. La vapeur montait encore, mais je n'avais aucune envie d'y toucher. Tu sais, Chloé, nos maisons sont collées ici, dans le lotissement, commença Nathalie d'une voix très basse, presque un chuchotement, comme si les murs avaient des oreilles. Le mur sur le côté se touche vraiment, surtout près de la salle d'eau du rez-de-chaussée et de votre débarras, juste à côté de la véranda derrière.
je hochai lentement la tête. Je le savais. La nuit, quand tout était calme, j'entendais souvent l'eau de son robinet. Hier soir, vers 11 heures, j'ai eu très mal au ventre, poursuivit-elle, le regard lointain, replongeant dans ses souvenirs. Je faisais des allers-retours aux toilettes du bas, parce que je ne pouvais pas monter l'escalier. Et là, pendant que j'étais assise, tout était silencieux. J'ai soudain entendu un bruit de métal contre métal, de l'autre côté du mur. Un bruit clair, net, parce que l'aération de ma salle d'eau est face à l'aération de votre débarras, exactement à côté de votre véranda arrière. Je retins mon souffle. Ce débarras, c'est là où Hugo range ses affaires de voiture et ses outils, n'est-ce pas? Oui, répondis-je, très doucement. Il y va rarement sauf quand il veut réparer quelque chose. Au début, j'ai cru qu'il bricolait un robinet, ou je ne sais quoi. Puis j'ai entendu qu'on déplaçait une échelle. Ensuite, des pas lourds qui montaient, c'était forcément vers l'arrière, très proche. Je sentis mon cœur se serrer. Et après j'ai entendu la voix de ta belle-mère, enfin la mère de ton mari, rectifia-t-elle, le visage dur. Sa voix, à elle, était parfaitement claire. Elle disait, doucement, Hugo. Ne tombe pas. Il faut que ce soit demain, quand elle sera assise. Ma main se crispa sur la couverture de Noé. Une douleur aiguë me traversa la poitrine. Nathalie continua, imitant ensuite la voix froide, sans émotion, de mon mari. Et Hugo a répondu, ne t'inquiète pas, maman. La vis principale, je l'ai déjà limée, jusqu'à l'affaiblir. Il suffira d'un petit mouvement ou d'un courant d'air plus fort et ça cédera. Demain matin, tu lui diras de s'asseoir sur cette chaise-là. Assure-toi qu'elle soit au centre. Je portais une main à ma bouche pour retenir un cri. Hugo, l'homme que j'avais épousé 3 ans plus tôt. Celui qui avait juré devant le prêtre de me protéger était allé affaiblir la fixation du lustre au-dessus de ma tête. Ils ont même ri, Chloé, ajouta Nathalie, la voix tremblante. Pas un grand rire. Un petit rire mauvais. Et ta belle-mère a dit, enfin, je suis fatigué de son air innocent. Après ça, la maison sera enfin propre. On pourra la vendre et partir dans un appartement bien mieux. Mes larmes rejaillirent, incontrôlables. Juste pour ça? Sanglotai-je. Parce qu'ils en ont marre de moi? Pourquoi ne pas simplement partir? Pourquoi vouloir aller jusque-là? Nathalie secoua la tête et serra ma main. Ce n'est pas tout. J'ai entendu la suite. C'est la partie la plus importante. Chloé, écoute bien. Elle se pencha vers moi. Ton mari a dit, si on se sépare, je devrais partager les biens du couple. Le titre de cette maison est au nom du père de Chloé, paix à son âme. Si on se sépare, elle garde la maison, je ne gagne rien. Mais si elle disparaît dans un accident? Elle marqua une pause, puis reprit. L'héritage ira à Noé. Noé est encore mineur. Et automatiquement, moi, en tant que père, je serai son tuteur légal. Je contrôlerai tout jusqu'à ce qu'il soit majeur. Et l'argent servira à régler la dette de jeu de maman et à financer mon projet. Mon monde s'écroula. C'était donc aussi simple. Aussi froid. Je me rappelais soudain, cette maison était le seul héritage que mon père m'avait laissé. Hugo n'aurait aucun droit dessus en cas de séparation. Et cette histoire de dette, je venais seulement de découvrir que Marie-Thérèse avait une dette de jeu. Ils avaient toujours l'air impeccable, élégant. Ce n'était qu'un masque. Ils veulent que mon enfant devienne orphelin pour l'argent, murmurai-je. Ma voix ne me ressemblait plus. Elle tremblait de rage. Nathalie hocha la tête, les yeux humides. Hier soir, dans mes toilettes, je tremblais. Je voulais crier, mais j'avais peur qu'ils m'entendent. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et ce matin, je n'ai cessé de regarder par la fenêtre à l'étage. Quand je t'ai vu t'installer sur cette chaise, puis quand je les ai vus rentrer et laisser la porte comme ça, j'ai su que c'était le moment. Je m'en fichais. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Je la fixais, bouleversé. Vous m'avez sauvé la vie. Cette femme que je saluais autrefois d'un simple bonjour, qui balayait son petit bout d'allée, avait un cœur plus pur que ceux qui vivaient sous mon toit. J'ai une fille de ton âge, Chloé, dit Nathalie doucement, les larmes aux yeux. Je ne laisserai pas une mère disparaître devant son enfant. À cet instant, nous entendîmes une sirène de police au loin,
qui se rapprochait. Nathalie et moi échangeâmes un regard. « Vous avez appelé la police ?» demandai-je. Nathalie secoua la tête. « Non, pas encore. » Nous nous approchâmes lentement de la fenêtre avant, et regardâmes derrière le rideau. Devant le portail de sa maison, une voiture de patrouille s'arrêta. 2 policiers descendirent. Mais ce qui me fit bouillir, c'est ce qui se passa ensuite. Hugo sortit de notre portail avec un air volontairement abattu. Il soutenait Marie-Thérèse, qui jouait la scène en pleurant. Hugo montra la route, puis désigna la maison de Nathalie. Je compris immédiatement le spectacle qu'il montait. Ils nous ont devancés, ils ont parlé avant nous, souffla Nathalie, agacée. Ils ont sûrement dit que tu avais fui avec l'enfant. Ils avaient renversé la vérité. Un des policiers hochait la tête en prenant des notes, puis regarda la maison de Nathalie. Hugo expliquait quelque chose avec une assurance effrayante, comme un mari inquiet racontant que sa femme avait un problème et avait emmené leur enfant. « Chloé, écoute-moi, dit Nathalie vite. » Elle posa ses mains sur mes épaules. La situation était devenue urgente. Tu n'as aucune preuve matérielle sur toi. Ils diront que le lustre est tombé parce que la maison est vieille. Les images de mes caméras montrent seulement qu'on court. Elles ne montrent pas ce que tu as entendu hier soir. Si la police entre maintenant et que tu t'effondres en les accusant sans preuve, ils croiront facilement leur histoire de dépression postpartum. Les gens croient vite ce genre de récit. Je la regardais, paniqué. Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas retourner là-bas. Ils recommenceront. Ne retourne pas. Mais ne les affronte pas maintenant non plus, répondit Nathalie, tranchante. Tu es en position de faiblesse. Il faut jouer intelligemment. Tu dois te cacher. Qu'ils pensent que tu es perdu, confuse, il nous faut une preuve plus solide que la parole d'une voisine de mon âge. Quelle preuve? Demandai-je. Un enregistrement, répondit-elle fermement. Tu m'as dit qu'il y a des caméras chez vous. Il y en a. Dans le salon, orienté vers la véranda. Mais Hugo contrôle tout. Il a sûrement effacé. Elle s'arrêta une seconde, puis ajouta. Ou peut-être pas. On n'en est pas sûr. Les systèmes ont souvent une sauvegarde, ou un cloud, qu'il a pu oublier de couper dans la panique. Ou il peut y avoir une autre caméra qu'il ne connaît même pas. Elle me fixa intensément. Tu dois te calmer. Là, on sort par l'arrière. Mon fils a une voiture dans le garage derrière, qu'il utilise rarement. On part avant que les policiers ne frappent. On va dans un endroit sûr. Et tu dois planifier, Chloé, pas comme une victime. Comme quelqu'un qui va reprendre le contrôle. Je regardais Noé, profondément endormi. Son visage paisible me donna une force nouvelle. La peur recula peu à peu, remplacée par une détermination froide et dure. Il voulait ma richesse. Il voulait ma vie. Très bien, je leur offrirai un spectacle. Mais pas le spectacle de ma disparition, celui de leur chute. Allons-y, Nathalie, dis-je en me levant, essuyant les dernières larmes sur mes joues. Emmenez-moi loin d'ici. Je leur ferai regretter d'avoir sous-estimé une mère. Nous nous précipitâmes vers la porte arrière, laissant derrière nous cette maison devenue témoin muet de ma souffrance, pour aller vers une vraie guerre. Leur mise en scène de chagrin ne faisait que commencer. Mais le scénario de ma revanche, je ne faisais que commencer à l'écrire. La vieille berline de Nathalie, celle de son fils, fendit soudain une pluie violente qui s'abattit sans prévenir, comme si le ciel pleurait avec moi. À l'arrière, je restais recroquevillé, serrant Noé contre moi, lui qui dormait d'épuisement après avoir tant pleuré. L'odeur du tissu ancien et poussiéreux, le bruit régulier des essuie-glaces, le grincement monotone accompagna notre fuite. Je regardais fixement par la fenêtre. Les immeubles de Bordeaux s'éloignèrent progressivement, remplacés par des rangées d'arbres sombres au bord de la route. Nous roulions vers un petit gîte appartenant à la famille de Nathalie, dans un coin retiré de Corrèze, un endroit, disait-elle, assez isolé et sûr pour un temps. Pendant tout le trajet, mon esprit n'arrêta pas de tourner. Les mots de Nathalie, ce qu'elle avait entendu la veille, revenaient sans cesse, comme un disque abîmé, douloureux à écouter. La vis principale, je l'ai déjà limée, jusqu'à l'affaiblir. L'héritage ira à Noé. Et moi, je contrôlerai tout. Plus j'y pensais, plus des pièces du passé s'assemblaient,
comme si un voile qu'on m'avait forcé à porter venait de se déchirer. Je me souvins. 2 mois plus tôt, j'étais parti faire vacciner Noé. Hugo, d'habitude si peu impliqué quand il s'agissait de la voiture, avait été étrangement enthousiaste ce matin-là. Il avait insisté pour faire chauffer ma voiture. Pas la sienne. Prends ta voiture, Chloé. La mienne n'a presque plus d'essence, avait-il dit. J'avais pris une route en descente vers l'hôpital. Et soudain, les freins avaient cessé de répondre. Aucune résistance. Rien. Même en écrasant la pédale, rien ne mordait. J'avais paniqué. J'avais braqué vers un talus de terre sur le bas-côté pour m'arrêter. Noé avait pleuré très fort à cause du choc, et mon front avait saigné après avoir heurté le volant. À ce moment-là, Hugo était arrivé, le visage rempli d'une inquiétude exagérée. Il m'avait prise dans ses bras. Puis il m'avait reproché de ne pas vérifier la voiture correctement. C'est lui qui avait géré le garage. Lui qui avait parlé au mécanicien. Le mécanicien avait dit que ce n'était qu'une simple fuite de liquide de frein, à cause de l'âge du véhicule. Je l'avais cru. Quel idiote je l'avais cru quand Hugo avait dit. Heureusement que tu es saine et sauve, chérie. La prochaine fois, fais plus attention. Ce n'était pas une simple fuite. C'était la première tentative. Et puis, 1 mois plus tôt, dans l'escalier de la maison. J'étais descendu avec une pile de linge sale. Je m'étais mise à glisser au 5e degré, comme si on avait répandu quelque chose. Le bois brillait d'une façon étrange. Ma belle-mère avait crié depuis la cuisine. Chloé! Regarde où tu mets les pieds. La femme de ménage vient de nettoyer. Sauf que notre femme de ménage était repartie chez sa famille. Et je me souvenais très bien, il n'y avait ni seau, ni serpillière, rien. Seulement ce sol anormalement luisant. J'étais tombé, j'avais roulé, et je m'étais fait très mal à la cheville. Heureusement, je ne portais pas Noé. La 2e tentative. Et aujourd'hui, ce lustre immense. La 3e. Le sommet. Ils avaient préparé ça depuis longtemps. Nathalie, dis-je faiblement dans la voiture, brisant le silence. Ma voix était rauque, mêlée de pleurs et d'une colère brûlante. Nathalie me regarda dans le rétroviseur. Son regard était calme, mais ferme. Les mauvaises personnes ne se fabriquent pas en une nuit, Chloé. La cupidité est une maladie grave. Ils convoitent ta richesse depuis longtemps. Peut-être depuis le début de votre mariage. Je veux aller à la police, maintenant, lâchai-je soudain. Je me redressai. Je veux qu'il soit arrêté. Je veux dire au monde entier que mon mari est un homme dangereux. Nathalie secoua lentement la tête, les yeux toujours sur la route humide. Ne fais pas ça sur un coup de tête, Chloé. On n'a pas la main. Mais vous avez un témoignage. Vous avez entendu leur plan, insistai-je, la voix tremblante. Mon témoignage, ce ne sont que des paroles d'une femme d'un certain âge, aux yeux de la loi, répondit Nathalie, calme mais tranchante. Réfléchis, la chute du lustre, ils diront que c'est un accident, que la maison est ancienne. Pour les freins, ils auront une facture du garage parlant d'un problème technique. Pour l'escalier, ils diront que c'est à négligence. Elle marqua une pause. Ton Hugo est rusé, Chloé. Il a sûrement effacé toute trace. Si tu vas voir la police maintenant, bouleversé, sans preuve matérielle, et que lui arrive calme, triste, parfaitement joué, qui croiras-tu qu'ils écouteront? La femme qu'on dira fragile après une naissance, ou le mari patient qui s'occupe d'elle? Ces mots furent comme une gifle d'eau froide. Je me tus. Ma poitrine se serra en comprenant à quel point j'étais vulnérable. La loi demande des preuves, pas des larmes. Et pour l'instant, les preuves matérielles étaient dans les débris de ma véranda sous leur contrôle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Demandai-je, désemparé. On les laisse gagner? On les laisse profiter de ma maison pendant que je me cache comme une criminelle? Non, répondit Nathalie, sans douceur, mais sans cruauté. Elle tourna sur un chemin de pierre menant à une petite maison dissimulée au milieu d'un jardin. On ne fuit pas pour perdre. On recule pour préparer. La voiture s'arrêta devant une petite maison en bois, jolie mais bien cachée. La pluie s'était calmée, ne laissant qu'une fine bruine.
Nathalie coupa le moteur et se tourna vers moi. Son visage était sérieux. Chloé, tu dois d'abord disparaître. Je fronçai les sourcils. Qu'est-ce que vous voulez dire? Laisse-les croire qu'ils sont en sécurité. Laisse-les croire que tu as disparu. Que tu as perdu la tête ou que tu t'es éteinte quelque part dans un accident pendant ta fuite. Quand l'adversaire pense avoir gagné, il se relâche. Il commence à faire des erreurs. C'est là qu'on entre. Je regardai Noé qui bougea dans son sommeil. Son visage innocent me rappela pourquoi je devais être forte. Je ne pouvais plus être la Chloé obéissante, la Chloé naïve, la Chloé qui s'excusait tout le temps même sans faute. Cette Chloé-là était morte ce matin, sous ce lustre qui aurait dû me tomber dessus. Ce qui restait, c'était une mère prête à tout pour protéger son enfant. Vous avez raison, dis-je doucement. Mais cette fois, ma voix était froide. Plus aucun tremblement de peur. Je vais me cacher. Qu'il célèbre un moment ma souffrance parce qu'après, je récupérerai tout pour mon fils. Jusqu'au dernier centime. Nous descendîmes de la voiture. L'air humide et froid de Corrèze me piqua la peau, mais mon cœur était encore plus froid. Dans cette maison cachée, au milieu d'un silence écrasant, je me fis une promesse, Hugo et Marie-Thérèse ne seraient pas seulement arrêtés. Je détruirai leur vie. Je les exposerai. Et je leur ferai ressentir cette même terreur que j'avais connue, assis sous ce lustre. Cette nuit-là, dans une chambre inconnue, sous une couverture épaisse qui n'était pas la mienne, je ne trouvais pas le sommeil. J'élaborai un plan. Et un nom me revint. Celui d'un vieux notaire-avocat, un ami de mon père défunt, maître Dupont. C'est lui qui s'était occupé des dernières volontés de mon père. C'est lui qui m'avait mis en garde contre Hugo avant notre mariage. Mais je n'avais pas voulu l'écouter, aveuglé par l'amour. Mais je l'avais ignoré, aveuglé par l'amour. Demain, je l'appellerai. La guerre ne faisait que commencer. 3 jours s'étaient écoulés depuis ma fuite. 3 jours qui avaient ressemblé à 3 siècles. Noé et moi étions cachés dans la petite villa de la famille de Nathalie, coupés du monde, avec pour seul lien l'extérieur un petit téléviseur dans le salon. Ce matin-là, j'étais assise face à l'écran, un verre de café froid à la main. Nathalie était à côté de moi, en train d'éplucher des pommes de terre encore tièdes. « Regarde ça », me dit-elle en pointant du menton l'écran. Sur une émission matinale, le visage de Hugo apparut en gros plan. Il avait l'air défait, mais d'une manière trop bien calculée. Ses yeux étaient gonflés. Ses cheveux un peu en bataille. Il portait une chemise blanche qui lui donnait un air de bon mari irréprochable. À côté de lui, ma belle-mère, Marie-Thérèse, était assise dans un fauteuil roulant alors qu'elle avait toute sa force. Elle tenait un chapelet et, de temps en temps, essuyait des larmes visiblement forcées avec un mouchoir. Le bandeau du reportage, en gros caractères rouges, annonçait. Drame dans la famille d'un entrepreneur, l'épouse serait partie avec l'enfant. Soupçon de grave dépression. Mon sang bouillonna. Ma main trembla de rage, et je faillis renverser mon café. Nous sommes très inquiets, disait Hugo à la télévision, la voix rauque et chargée de théâtre. Il regardait la caméra comme s'il fixait mon âme. Ma femme, Chloé, ces derniers jours elle ne va pas bien. Elle a des moments où elle s'imagine des choses, elle a l'impression que quelqu'un veut lui faire du mal. Ce matin-là, pendant qu'on plaisantait sur la véranda, elle s'est soudain emballée et elle est partie en courant avec Noé. Nous l'aimons tellement. Mensonge. Criai-je à l'écran. Escroc. Le journaliste tendit le micro à ma belle-mère. Son jeu était parfait. Je veux seulement sauver mon petit-fils. Chloé est ma belle-fille préférée, mais elle est souffrante. Chloé, si tu regardes, rentre à la maison, ma fille. Hugo et moi te pardonnons. La chute du lustre, ce n'était qu'un incident, personne n'est responsable. Je coupai la télévision d'un geste sec. La télécommande vola sur le canapé. Je haletais. Ils étaient incroyables. En un instant, moi qui avais subi une atteinte grave, j'étais devenue, dans leur version, une mauvaise épouse déséquilibrée. Le public allait forcément les plaindre. « Calme-toi, Chloé, dit Nathalie. » Elle posa son couteau. La colère ne résout rien. « Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans, Nathalie ?» Lâchez-je. Mon nom est détruit.
C'est bien parce qu'ils sont trop sur deux, répondit-elle. Il y avait une lueur d'intelligence dans ses yeux. Regarde-les. Ils courent les plateaux. Ils construisent leur image. Ils pensent que tu es vraiment perdu, que tu es parti sans direction. Ils ne s'attendent pas à ce que tu prépares quelque chose. Je respirais profondément, essayant de calmer les battements de mon cœur. Nathalie avait raison. L'émotion était mon ennemi. La logique, mon arme. Je pris mon nouveau téléphone, un appareil bon marché que Nathalie avait acheté, avec un numéro jetable. J'appelai le numéro que j'avais mémorisé la veille. Cabinet Dupont, répondit une voix d'homme, grave. Maître Dupont, dis-je en tremblant. C'est Chloé, la fille de feu Monsieur Georges Santos. Un silence. Puis j'entendis une chaise racler violemment au bout du fil. Mon Dieu, Chloé, où êtes-vous? Je vous ai vu aux informations. Votre mari dit que vous avez disparu. J'avais depuis longtemps le sentiment que quelque chose n'allait pas. Vous allez bien? À cette voix qui sonnait presque comme celle d'un père, une partie de ma défense se fissura. Je ne suis pas folle, maître. Hugo, il veut me faire disparaître. Il vise l'héritage de mon père. Ne m'expliquez pas tout, ma fille. Je vous crois, dit maître Dupont d'un ton ferme. J'ai toujours su que cet homme n'était pas quelqu'un de bien. Écoutez-moi. Le testament de votre père est la clé. Il a prévu une clause très solide pour protéger les biens. Ils ne peuvent pas revenir à votre mari si vous n'êtes plus là, sauf si votre enfant est mineur et que votre mari devient automatiquement son tuteur légal. C'est la faille qu'il veut exploiter. J'ai besoin de votre aide, dis-je. Je veux retourner la situation, mais j'ai besoin de preuves. Quelles preuves avez-vous? Les caméras, répondis-je aussitôt. Il y en a à la maison, mais Hugo a sûrement effacé. Nathalie, qui écoutait en haut-parleur, intervint. Si les images à l'intérieur ont disparu, il reste peut-être quelque chose qu'il a oublié, les caméras du poste de garde. Je tournai la tête vers elle, surprise. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nathalie esquissa un sourire mystérieux. Ils ont installé la vidéosurveillance du lotissement il y a un mois. Tu te souviens du nouveau projet du maire du village, avec l'association des habitants? Il y a une caméra sur un lampadaire, en face de la maison du maire, orientée vers la petite voie sur le côté de chez vous. Cette caméra peut capter des silhouettes à travers la porte vitrée latérale, surtout si le rideau n'est pas tiré. Et cette nuit-là, pendant que Hugo bricolait là-bas, le rideau du débarras était souvent ouvert parce que l'aération y fonctionne mal. Je sentis mes yeux s'agrandir. L'espoir revenait d'un coup. Ce débarras avait une fenêtre vitrée visible depuis l'extérieur. Exactement, confirma Nathalie. Et par chance, le chef des gardiens du lotissement, Jean-Pierre, adore ma cuisine. Il a l'accès à la salle où se trouve l'enregistreur. Je repris le téléphone. Maître Dupont, pouvez-vous préparer les documents pour le transfert des biens et la procédure d'annulation? Je vous apporterai la preuve vidéo ce soir. Chloé, c'est dangereux. Si quelqu'un retourne au lotissement, ce ne sera pas moi, le coupé-jeu. Ce sera Nathalie. Et moi, je surveillerai d'ici. Dans l'après-midi, nous exécutâmes le plan. Nathalie retourna dans notre lotissement à l'arrière d'un scooter, comme une femme qui revenait simplement du marché. Elle ne rentra pas chez elle. Elle alla directement au poste de garde au bout de la rue. Par appel vidéo, je vis tout. Mon cœur battait si fort quand je la vis amadouer Jean-Pierre avec une boîte repas contenant son cassoulet maison. Oh, Nathalie. Tu passes par ici? Je croyais que tu t'étais mise à l'écart avec toute l'histoire chez tes voisins, dit Jean-Pierre, gêné mais ravi en prenant la boîte. Oh là là, les journalistes, quelle migraine, soupira Nathalie. Je vais juste rester un moment dans la salle de contrôle, au frais, d'accord? Bien sûr, Nathalie. Et justement, il fait bien frais aujourd'hui, répondit-il en souriant. Pendant que Jean-Pierre mangeait, Nathalie se tourna vite vers l'ordinateur. Son fils la guidait via une oreillette discrète. Cherche la date de l'incident, maman, la nuit d'avant vers 11h, entendis-je aussi. Je retins mon souffle lorsque Nathalie lança la lecture. Sur l'écran apparut une image en noir et blanc, la rue calme du lotissement. Dans le coin supérieur droit, flou mais visible, la fenêtre du débarras de notre maison semblait éclairée. Puis une silhouette se dessina.
Ce n'était pas parfaitement net, mais la forme était reconnaissable, un homme grand, Hugo, debout sur une échelle. Son bras allait et venait près du plafond, dans un mouvement répétitif, comme s'il manipulait quelque chose en hauteur. Un peu plus tard, une deuxième silhouette apparut, ma belle-mère, en dessous, une lampe torche à la main, pointant l'endroit où se trouvait la fixation. C'était la preuve. Pas seulement un son, mais une image. On les voyait intervenir sur le support. La vidéo dura quelques minutes, assez pour montrer l'intention et la préparation. Je l'ai. Souffla Nathalie. Elle copia immédiatement le fichier sur une petite clé USB qu'elle avait dans sa poche. Sors de là, Nathalie, avant que Hugo ne te voie, ordonnai-je à voix basse. Mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter le poste de garde, un 4x4 noir familier entra par le portail du lotissement. La voiture de Hugo. Il revenait tout juste de la télévision. Le véhicule s'arrêta devant le poste. Hugo baissa sa vitre. Mon cœur sembla s'arrêter. Jean-Pierre. Appela Hugo, la voix fatiguée mais pleine d'assurance. Tu n'aurais pas vu ma femme ici ou quelqu'un de suspect? Nathalie se figea derrière la porte. Si Hugo regardait à l'intérieur, tout était fini. La clé USB serait prise. Et Nathalie serait en danger. Non, monsieur Hugo, rien à signaler, répondit Jean-Pierre, la bouche encore pleine de cassoulet. Il n'y a que Nathalie, elle est passée déposer à manger. Les yeux de Hugo se rétrécirent. Nathalie, c'est ma voisine. Oui, monsieur. Hugo se tut. Je vis la suspicion glisser sur son visage. Il savait que Nathalie m'avait aidé à partir. Il devait se dire qu'elle savait où je me cachais. Il ouvrit la portière et descendit. Il marcha vers le poste de garde. Nathalie, on peut parler 2 minutes? Je portai ma main à ma bouche pour étouffer un cri. Cours, Nathalie, cours. Mais Nathalie fit l'impensable. Elle sortit du poste de garde avec un visage calme et un sourire moqueur. Quoi, Hugo? Tu vas me demander où est Chloé? Oh, je ne sais pas. La dernière fois que je l'ai vue, elle était tranquillement en train de donner à manger à son enfant. Tu te souviens? Le visage de Hugo vira au rouge. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle l'affronte devant le gardien. Ne raconte pas n'importe quoi. C'est de la diffamation. Hurla-t-il. Diffamation ou vérité? On verra bien, répondit Nathalie, provocante. Elle serra la clé USB au fond de sa poche. Excuse-moi, je rentre. Mon scooter m'attend. Elle s'éloigna, laissant Hugo planté là, figé, le visage traversé par la colère et la confusion. Il ne la suivit pas. Il n'osa pas faire un scandale devant le poste de garde. Je soufflai enfin jusqu'à en sentir mes forces me quitter. Nathalie était vraiment une femme de fer. Maintenant, la preuve était entre nos mains. L'avocat était prêt. Et eux étaient persuadés d'avoir gagné. Il était temps pour le dîner. Le dernier dîner qu'ils n'oublieraient jamais. Je rentrerai chez moi non pas comme une victime, mais comme leur cauchemar. Attends-moi, Hugo, murmurai-je à l'écran de mon téléphone, où son visage apparaissait encore dans l'enregistrement de la vidéosurveillance. Je ferai en sorte que, cette fois, ce soit toi qui te retrouves sous ce lustre-là. 3 semaines. Le temps qu'il faut à une chenille pour devenir papillon, et le même temps qu'il me fallait pour me transformer, d'une épouse innocente en une actrice prête à jouer le rôle le plus important de ma vie. Pendant ces 3 semaines, j'avais laissé Hugo et ma belle-mère savourer leur fausse victoire. Je les avais laissés répandre l'histoire de Chloé la folle. Je les avais laissés se sentir confortables, en sécurité, persuadés que la menace avait disparu. D'après le rapport de Jean-Pierre, le gardien du lotissement désormais fidèle et espion de Nathalie, Hugo avait même commencé à inviter des amis pour faire la fête dans ma maison. Il célébrait ma détresse. Ça suffisait. Ce matin-là, avec des mains qui ne tremblaient plus, j'appelais mon ancien téléphone que je venais de réactiver. 3 sonneries. Chloé, mon Dieu, Chloé. Où es-tu? La voix de Hugo était affolée. Mais je savais que cette panique était jouée. Il y avait, dessous, une note de soulagement. Du soulagement, parce que son bien le plus précieux venait enfin de réapparaître. Je pris une grande inspiration. J'enfilai mon masque dans ma voix. Je la rendis faible, fragile, pleine de remords.
Hugo, pardonne-moi. J'ai eu peur. Hugo, j'étais perdu. Mon amour, où es-tu? On est tous inquiets. Maman est tombée malade à force de penser à toi. Hugo lança aussitôt son attaque psychologique. Je suis chez une vieille amie de papa, à la campagne, répondis-je. J'ai été choqué quand j'ai vu le lustre tomber. J'ai cru que c'était un mauvais signe. Je pleurais. Je me forçais à pleurer pour rendre ma voix rauque. Je regrette d'avoir emmené Noé. Je veux rentrer, Hugo. La maison me manque. Un court silence au bout du fil. J'imaginais son esprit rusé tourner à toute vitesse, se disant sûrement « Ah, elle est revenue. Le plan a marché. Elle est docile, faible, plus facile à tenir. Reviens, ma chérie, dit-il d'une voix trop sucrée, écœurante. La maison est si triste sans toi. Je viens te chercher, d'accord? Non, Hugo. Je prendrai un taxi. Je veux faire une surprise à maman. Je peux? Bien sûr. C'est aussi ta maison, non? Oui, Hugo. C'est ma maison. Et je la reprendrai. En fin d'après-midi, le taxi dans lequel je me trouvais s'arrêta devant le grand portail noir de notre maison. Nathalie n'était pas avec moi. Elle m'attendait à l'endroit convenu avec Jean-Pierre et Maître Dupont. Je descendis en portant Noé. La porte d'entrée était grande ouverte. Hugo et ma belle-mère m'attendaient là, avec un sourire large et glaçant. « Chloé !» cria ma belle-mère. Elle me serra aussitôt dans ses bras. Mon corps se raidit. L'odeur forte de son parfum me donna la nausée. C'était le corps de la femme qui avait donné des instructions à son fils pour fragiliser le lustre au-dessus de ma tête. Et pourtant elle m'étreignait comme si elle n'avait jamais souhaité ma disparition. « Pardonne-moi, maman, dis-je d'une voix faible. J'ai paniqué hier. Je n'étais plus moi-même. Je me dégageai lentement. Hugo prit Noé de mes bras. Il embrassa la joue de son enfant. Noé avait maigri. « Chloé, qu'est-ce que tu lui as donné à manger pendant que tu fuyais ?» lança-t-il, une pique déguisée, le regard tranchant, cherchant le moindre signe de résistance. Je baissai la tête, feignant la peur. « Pardon, Hugo, juste ce que je pouvais trouver. » Nous entrâmes. La véranda à l'arrière était propre. Plus aucun débris du lustre, plus aucune chaise en rotin brisée. Le sol brillait comme s'il ne s'était rien passé. Le plafond de la véranda avait été réparé. La trace du support arraché avait disparu. « J'ai tout fait nettoyer, » dit Hugo, suivant mon regard. Le menuisier a dit que le bois était vermoulu. Un simple incident. Chloé ne devient pas paranoïaque, d'accord? Oui, Hugo. Je te crois, répondis-je avec un sourire mince. Garde bien ton mensonge. Tu en auras besoin ce soir. Hugo, maman, repris-je. Pour me faire pardonner tout le désordre et la honte que j'ai causé à la famille, j'aimerais organiser un repas. Un repas pour remercier le ciel que Noé et moi soyons sains et saufs. Les yeux de ma belle-mère s'illuminèrent. Excellente idée. Ça chassera la malchance. J'ai commandé un service traiteur, continuai-je. Il y aura une grande marmite de cassoulet. Et j'ai aussi invité tante Sandrine et oncle Stéphane. Ce sont les plus bruyants sur le groupe de la famille. Je veux leur expliquer que je vais bien et que tout est rentré dans l'ordre. Hugo réfléchit un instant, puis hocha la tête. Je savais ce qu'il se disait, c'était l'occasion parfaite de redorer son image devant les proches. Très bien. Comme ça, ils verront que notre famille va bien. Habille-toi bien ce soir, d'accord? Oui, Hugo. Je serai très bien habillé. Spécialement pour toi. Le soir venu, notre salle à manger élégante se transforma en petit lieu de réception. Une grande cocotte de cassoulet trônait au milieu de la longue table. L'odeur de viande rôtie et des autres plats emplit la pièce. Tante Sandrine et oncle Stéphane, la sœur et le frère de ma belle-mère, arrivèrent. Ils s'assirent. Ils me regardaient avec cet air méfiant, comme si j'étais une folle tout juste sortie d'un hôpital psychiatrique. « Alors, c'est vrai que tu as vu un fantôme, Chloé? Et comment tu as pu partir avec l'enfant ?» demanda tante Sandrine, avec sa curiosité de commère.
Je lui adressai un sourire doux en versant du jus dans son verre. Ce n'était pas un fantôme, ma tante, dit Hugo. Juste une petite dépression. Mais elle va mieux maintenant. Je me suis bien occupé d'elle. Assis au bout de la table, Hugo sourit avec fierté. Oui, ma tante. C'est ça, un mari. Il faut être patient. Clara est juste un peu trop sensible, intervint ma belle-mère en mâchant calmement un M. Heureusement que Hugo est patient. Un autre mari aurait déjà quitté une femme comme ça. Quelle honte en plus, passer aux informations. Ma main qui tenait la carafe trembla légèrement, non pas de peur, mais parce que je retenais une colère prête à exploser. Profite bien de ton repas, maman. C'est le dernier que tu avaleras en paix. Mangeons, tonton, tata, Hugo, maman. Servez-vous encore du poulet, dis-je avec une douceur étudiée. Je l'ai laissé manger jusqu'à satiété. Je l'ai laissé rire en parlant du futur prometteur du business de Hugo, un business dont le capital provenait en réalité de l'argent du foyer. Je l'ai laissé jouer les rois et reines dans mon palais. Quand les assiettes furent presque vidées que l'atmosphère devint détendue, je me levai. Hugo, maman, tonton, tata avant le dessert, j'ai un petit cadeau pour vous. Je pris la télécommande du projecteur. Dans notre salle à manger, un écran motorisé servait habituellement au match de basket que Hugo regardait. Un cadeau, Chloé? Une vidéo de nos sorties? Demanda Hugo en s'affalant sur sa chaise, un cure-dent entre les doigts. Une vidéo d'un moment inoubliable, répondis-je. J'appuyai sur le bouton. L'écran blanc descendit lentement du plafond. J'assombris légèrement la lumière, créant une ambiance de cinéma. Regardez, dis-je froidement. L'écran s'alluma. Ce n'était ni une vidéo de vacances, ni une vidéo de Noé. Apparut une image en noir et blanc, légèrement floue mais parfaitement reconnaissable. L'horodatage dans un coin indiquait la date de l'incident. 23h15. Le silence s'abattit sur la table. À l'écran, on voyait clairement un homme grand monter sur une échelle, dans la véranda arrière. « Et c'est toi, Hugo, non ?» dit innocemment mon oncle, en plissant les yeux. Hugo se figea. Le cure-dent glissa de sa main et tomba sur la table. Son visage, encore rouge de nourriture et d'alcool, se vida peu à peu de sa couleur. La vidéo montrait Hugo en train de frotter, d'entailler la fixation du lustre. Le geste était répété, précis. Puis la caméra captura ma belle-mère, en dessous, donnant des indications, montrant exactement où intervenir. Il n'y avait pas de son. Mais les images parlaient plus fort que 1000 mots. C'était une mise en scène minutieuse, une tentative préméditée. « Qu'est-ce que c'est que cette absurdité » murmura ma belle-mère, la voix tremblante. Ses yeux passaient de l'écran à moi, remplis de peur. « Vous étiez en train de saboter le lustre ?» demanda mon oncle, incrédule. « C'est la nuit juste avant la chute, n'est-ce pas ?» Hugo se leva brusquement. Sa chaise grinça violemment. « Éteins ça, Chloé. Éteins. C'est truqué. Un montage. Un faux. Ne les croyez pas. » cria-t-il, en sueur, hystérique. Je n'éteignis rien. Au contraire, j'appuyai sur pause exactement au moment où son visage apparaissait clairement, une scie métallique à la main, tout près de la fixation. Je m'avançai lentement au bout de la table, me plaçant face à Hugo, désormais acculé comme un animal pris au piège. « Quel montage parfait, n'est-ce pas, Hugo ?» dis-je d'une voix basse mais tranchante. Même la sueur sur ton front et la robe de maman sont visibles. Et au fait quel génie ce Jean-Pierre, capable de falsifier les données du serveur de vidéosurveillance du lotissement. « Tu te moques de moi, Chloé ?» hurla Hugo en avançant, le poing serré. « Assieds-toi !» criai-je. Ma voix tonna dans la pièce, glaçant tout le monde. La douce Chloé avait disparu. À sa place se tenait une femme en colère, lucide, inébranlable. « Assieds-toi. Ou je lance l'enregistrement de votre conversation dans la salle de bain, celle que Nathalie a captée. » C'était un bluff. L'enregistrement sonore était flou, presque inutilisable. Mais Hugo l'ignorait. Il se rassit lentement. Ma belle-mère éclata en sanglots, cette fois, de vrais sanglots de terreur. Hugo fait quelque chose, elle nous détruit, c'est de la diffamation. Je ricanai.
vous vouliez me faire disparaître pour l'héritage, n'est-ce pas? Pour cette maison, pour l'assurance, pour obtenir la tutelle de Noé. Mon oncle et ma tante regardèrent ma belle-mère avec horreur. Tu aurais fait ça à ta propre belle-fille pour de l'argent? Demanda mon oncle, bouleversé. Ce n'est pas vrai, cria-t-elle, hystérique. Je les regardais tous les deux avec un calme victorieux. Pour que vous compreniez bien, dis-je lentement, en articulant chaque mot. Il y a une semaine, le jour de ma fuite, j'ai vu un notaire et un avocat. Tous les biens à mon nom, y compris cette maison, ont été transférés dans un fonds fiduciaire au nom de Noé. Les yeux de Hugo s'écarquillèrent. Et il y a une clause spéciale, poursuivis-je avec un sourire glacé. Si je devais disparaître de manière non naturelle ou dans un prétendu accident avant la majorité de Noé, sa tutelle ne reviendrait pas à son père mais à une fondation désignée par l'avocat de mon père. Vous n'auriez pas un centime. Rien. Le monde de Hugo s'effondra. Son rêve de richesse soudaine. Ses dettes. Son plan. Tout devint inutile en une seule phrase. Espèce de vipère! Hurla Hugo, hors de lui. Dans un accès de rage, il attrapa le couteau à dessert posé sur la table. Ses yeux étaient rouges, son regard obscurci. Si je ne peux rien avoir alors toi non plus. Il se rua vers moi, le couteau levé. Je ne bougeai pas. Je ne courus pas. Parce que je savais que je n'étais plus seul. Ne bougez plus. Police. Le cri autoritaire retentit simultanément depuis la porte de la cuisine et la porte principale, brisant la tension suffocante de la salle à manger. Hugo se figea. Le couteau resta suspendu dans les airs, à moins d'1 mètre de mon visage. Ses yeux s'agitèrent, réalisant que la maison était encerclée. 3 policiers en uniforme entrèrent par la cuisine. 2 autres, en civil, firent irruption par l'entrée principale. Derrière eux apparurent Maître Dupont et bien sûr, mon héroïne, Nathalie. Lâchez l'arme, ordonna un policier en le tenant en joue. La main de Hugo trembla. Le couteau tomba au sol dans un bruit métallique assourdissant. Clang. À genoux. Main derrière la tête. Hugo, qui une minute plus tôt se croyait encore le roi de cette maison, s'agenouilla lentement, le visage livide. Des larmes se mirent à couler sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de remords, mais celles d'un lâche qui savait que tout était terminé. Les policiers l'empoignèrent aussitôt, plaquèrent son visage contre le sol froid qu'il foulait autrefois avec arrogance et lui passèrent les menottes. Clic. Le bruit sec de leur fermeture fut le plus beau son que j'ai jamais entendu. Plus beau que n'importe quelle musique. Monsieur, je n'ai rien fait. Tout venait de mon fils. Hurla soudain ma belle-mère d'une voix hystérique. La vieille femme tenta de se lever de sa chaise, pointant Hugo, maintenu au sol. C'est lui qui a proposé. C'est lui qui a fragilisé le lustre. Il m'a juste demandé de tenir la lampe. Je le jure. Je ne suis qu'une vieille femme ignorante. Tout le monde resta figé en voyant à quelle vitesse une mère pouvait sacrifier son propre fils pour se sauver elle-même. En entendant cela, Hugo releva la tête, le visage déformé par la colère. Tu es folle, maman. C'est toi qui avais besoin d'argent pour tes dettes de jeu. C'est toi qui as dit qu'il valait mieux me débarrasser de Chloé pour devenir riche. C'est toi qui avais parlé d'une autre méthode avant, et quand ça n'a pas marché, tu as dit d'utiliser le lustre. Mensonge. Espèce de fils ingrats. Cria ma belle-mère en tentant de se jeter sur lui, aussitôt retenue par une policière. Je restai immobile, observant l'effondrement de leur famille. Ils s'accusaient, se trahissaient, révélaient leurs secrets. Voilà leur vrai visage. Une famille bâtie sur la cupidité finit toujours par se détruire par la trahison. Mon oncle et ma tante reculèrent dans un coin, livides, honteux, incapables de me regarder. Les policiers relevèrent Hugo. En passant devant moi, il me fixa. Dans ses yeux, il y avait de la haine, mais aussi de la peur. Chloé, je me suis trompé. Retire ta plainte. Pense à Noé, c'est dur pour un enfant si son père est enfermé, supplia-t-il soudain, comme un enfant pris en faute. On peut en parler calmement. Je le regardais droit dans les yeux. Mon regard était froid, vide. Noé n'a pas besoin d'un homme dangereux dans sa vie. Quant à en parler calmement, nous l'avons déjà fait,
par caméras interposées. Je marquai une pause, puis ajoutai d'un ton sec. Profite de ton nouveau logement, Hugo. Peut-être que là-bas, tu apprendras enfin à ne plus jouer avec des installations dangereuses. Il fut emmené de force, se débattant, hurlant mon nom. Derrière lui, ma belle-mère fut installée dans son fauteuil, continuant à crier, accusant tout le monde sauf elle-même. Nathalie s'approcha et me serra fort dans ses bras. Mon corps, tendu depuis des semaines, se relâcha enfin. Les larmes coulèrent mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. C'est fini, Chloé. C'est fini, murmura Nathalie. Maître Dupont posa une main sur mon épaule. Bravo, Chloé. Les images, ajoutées à la scène de ce soir devant témoins, suffisent pour des chefs d'accusation graves. Les peines seront lourdes. Et grâce au transfert des biens, ils ne pourront toucher à aucun centime de l'héritage de votre père. Je regardais autour de moi la salle à manger en désordre. Les plats abandonnés, les chaises renversées. La maison semblait vide, mais propre. L'atmosphère lourde et malsaine qui hantait chaque recoin avait enfin disparu. Au loin, la sirène de la voiture de police s'éloignait. Noé, qui était resté dans la chambre d'amis sous la surveillance attentive d'une aide de Nathalie, accourut vers moi. « Maman !» Je m'agenouillai et le serrai contre moi, respirant l'odeur de ses cheveux. « Nous sommes en sécurité maintenant, mon amour. Je te le promets. Plus personne ne te fera de mal. » Épilogue. 6 mois plus tard. Le ciel se teintait d'orange et de violet. Une brise douce soufflait sur la terrasse arrière de ma maison. La véranda avait été entièrement rénovée. Il n'y avait plus de lustre imposant et inquiétant. À la place, de petites lumières de jardin et des plantes grimpantes créaient une atmosphère fraîche et paisible. Je m'étais installé sur une nouvelle chaise, une tasse de thé chaud préparée par Nathalie entre les mains. « Tes gâteaux sont délicieux, Nathalie », dis-je en prenant une pièce dans l'assiette. Cette fois, ils étaient entiers. Pas écrasés comme le jour où elle m'avait sauvé. Nathalie rit doucement. « Tant mieux s'il te plaise. C'est une nouvelle recette. » Noé courait dans l'herbe, poursuivant des papillons. Son rire était libre, joyeux. Il avait déjà oublié l'horreur. Et je remerciais la vie, les enfants ont la mémoire courte. Le procès de Hugo et de ma belle-mère avait été rapide et accablant. Ils avaient été reconnus coupables le mois précédent. Sans argent pour se défendre correctement et face à des preuves solides, ils n'avaient obtenu aucune indulgence. Hugo avait été condamné à de longues années, et ma belle-mère à une peine également sévère, reconnue comme l'instigatrice du plan. Selon la presse, même enfermés, ils ne se parlaient plus et se disputaient violemment à chaque rencontre. Mon oncle et ma tante étaient venus me demander pardon, suppliant que je ne coupe pas totalement les liens. Je les avais pardonnés, mais à distance. J'avais appris que le poison ne vient pas toujours des ennemis, mais parfois du sang lui-même. Je regardais Nathalie, souriante, observant Noé jouer. Cette femme n'avait aucun lien de sang avec moi. Ce n'était qu'une voisine. Et pourtant, elle avait risqué sa tranquillité pour me protéger quand mon propre mari voulait me faire disparaître. J'avais appris une leçon essentielle. Le sang fait de vous des parents. Mais la loyauté et l'amour font une famille. Parfois, une voisine franche et courageuse vaut bien plus qu'un conjoint avide. Merci, Nathalie, dis-je soudain. Elle se tourna vers moi et sourit doucement. De quoi, ma fille? D'avoir été quelqu'un sur qui je pouvais vraiment compter. Elle serra ma main. Ne me remercie pas. Bois ton thé avant qu'il ne refroidisse. Nous avons ri ensemble sous le soleil couchant, savourant une paix chèrement acquise. Tout ce que j'avais traversé en valait la peine. Ma vie ne faisait que recommencer. Et cette fois, c'était moi qui tenais le volant. Cette vidéo est une fiction inspirée de faits réels. Elle n'a pas pour but de porter un jugement, mais plutôt d'inviter à une réflexion sur la vie et nos relations avec autrui. Les personnages, les noms et les lieux sont fictifs et ont été modifiés afin de ne heurter la sensibilité de personne.